Bonsoir et bienvenue dans Politiquement Incorrect version estivale puisque nous allons nous retrouver ponctuellement en podcast pour quelques numéros avant la fermeture de l'université. Au sommaire de cette émission, taxi Uber, la guerre est déclarée. Vous avez sans doute entendu parler de la confrontation entre la profession réglementée et la nouvelle offre de transport à la demande, Uber, Uberpop VTC, etc. On fait le point ce soir. Cela ne vous aura sans doute pas échappé, la semaine dernière a été une nouvelle fois marquée par des attentats en France et ailleurs dans le monde. En Isère, un homme a été tué a tué son patron et décapité celui-ci. Les relations avec Daesh sembleraient se confirmer, mais l'action était-elle une commande ou a-t-il agi sur le vif? Élément de réponse ce soir. N'oubliez pas que vous pouvez réagir sur Facebook, Politiquement Incorrect, ou sur le Twitter Incorrect. Même lorsque l'émission est en podcast, cela permet de réagir par la suite. Avec moi ce soir, Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir à tous. Avec moi également Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et Hugo également. Bonsoir Hugo. Bonsoir à tous. C'est parti pour Politiquement Incorrect. Politiquement Incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Et c'est toujours un véritable plaisir de se retrouver pour cette émission Politiquement Incorrecte. Messieurs, ça faisait un petit moment que nous n'avions pas débattu ensemble. Une émission raccourcie aujourd'hui par les conditions techniques et d'accueil de la maison de l'étudiant. Mais nous allons néanmoins débattre. Vous avez entendu parler de cette affaire des taxis qui se rebellent contre leurs homologues, pourrait-on dire, mais je pense qu'ils aimeraient pas du tout qu'on les appelle comme ça, leurs homologues d'Uber, leurs rivaux d'Uber, qui sont donc les nouveaux taxis, la nouvelle offre de transport depuis un petit moment maintenant, qui est venue des États-Unis, et voilà. Et aujourd'hui, l'actualité se bouscule sur ce sujet, puisque on le sait, la semaine dernière, il y avait une grève des taxis le jeudi, qui ont bloqué des aéroports, qui ont bloqué également les routes pour accéder à Paris. Ils sont aussi accusés, certains taxis, de provoquer les chauffeurs d'Uber, voire de les agresser, eux ainsi que leurs clients. Voilà, donc un gros débat entre profession réglementée, où on le sait, il faut une licence qui coûte très cher pour pouvoir être taxi, et puis une autre profession un peu parallèle, où il y a quelques petits soucis également avec la loi qui n'est pas toujours très claire sur le sujet, des amendements et des nouveaux votes qui ont lieu en permanence à l'Assemblée pour dire si telle ou telle chose est légale ou pas dans cette histoire. Donc voilà, un petit peu, on est à la croisée des chemins sur cette histoire. Quelle position avoir, messieurs, vis-à-vis de cela? Peut-être Marc, on sait que Marc, qui a toujours un avis un petit peu sur les aspects sécurité routière, transport, moto, voiture, va pouvoir peut-être nous donner un avis qui va ouvrir le débat. Et puis, n'hésitez pas, messieurs, également à réagir à ce que dira Marc. Je dirais deux choses. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on est dans le compassionnel, le sentimental, on ne peut que soutenir Uber vis-à-vis des violences qu'on a vues, les voitures retournées, même les taxis qui commandaient à 80 à un Uber, et puis quand il arrivait, lui casser la gueule. Il y en a même un qui s'est retrouvé paralysé de la face gauche. Donc forcément, on ne peut être que Uber, et si on faut reprendre le slogan du début de janvier, je suis Uber. Voilà. Mais je veux dire que je suis, moi, pour des raisons, on va dire purement sociales, je suis pour Uber parce que le peu de fois où j'ai pu prendre le taxi, c'était toujours des gens où tu t'endors, ils te font prendre 2 fois le périph', ils prennent les routes assez longues pour te faire payer plus. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose, ils sont pas très aimables, il faut payer plus, 10 euros, une dizaine d'euros de plus si quelqu'un est devant, sur le taxi, enfin devant à la place du mort, comme on dit. Il faut payer La place plus cher. passager. Voilà, mais il faut payer plus pour les bagages. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui font que les taxis sont souvent pas agréables. Quand on est à 3h du matin, qu'on est avec des amis, on n'est pas forcément bourré, on a bu un petit coup, mais on n'est pas bourré, ils veulent pas nous prendre, il faut attendre 30-40 minutes pour avoir un taxi. Donc forcément, quand on a Uber, qui est une application qui en 2-3 minutes vous trouve quelqu'un pour vous ramener à un prix très abordable, forcément ça donne envie. Mais après je comprends les taxis, je comprends la rocker, même si je légitime pas la force qu'ils utilisent pour se combattre Uber, en raison d'une licence qui vaut une fortune, de 50 à 240 000 euros, dans ces choses là, ça vaut évidemment une fortune. Ces gens payent des taxes pour exercer leur profession. Mais je pense que, et c'est là où je trancherai et que du coup j'irai du côté d'Uber, je dirais que Uber répond à une demande qui est le prix exorbitant des taxis. Je dirais, faites Auteuil, même quand il est 3h du matin, comme vous faites Auteuil, donc tout
à l'ouest de Paris, oui, vous allez à Bercy, vous allez vous en tirer pour 70 euros si le mec est gentil. Vous prenez Uber, vous allez vous en tirer pour 15, 20, 25 euros maximum. Donc forcément, il y a vraiment déjà quelque chose qui là, moi, me plaît, c'est-à-dire qu'il y a une demande. Je veux dire, qui prend les taxis aujourd'hui? Ce sont les grandes entreprises qui payent leurs commerciaux, ce sont les grandes entreprises ou les gens qui ont du fric qui prennent les taxis. Et forcément, nous qui sommes des, entre guillemets, des pauvres, on est des étudiants ou même ceux qui sont au chômage, qui sont sans emploi, peuvent se déplacer facilement, pas cher, avec quelqu'un qui est une personne qui est généralement qui peut être étudiant et qui est souvent sympa. En tout cas, le peu de fois que j'ai pris Uber, c'était quelqu'un de sympa, de très sympa, avec qui on peut discuter, qui ne font pas payer plus pour les bagages ou pour la personne qui est devant. Donc forcément, ça répond à une demande et cette demande doit être entendue. Forcément, il y a le lobby derrière des taxis qui pose problème et c'est pour ça que l'État a répondu à ce lobby en interdisant aujourd'hui, enfin Hugo m'a raconté ça tout à l'heure, la comparution au poste de police des 2 dirigeants France d'Uber. Alors, Hugo, toi qui as-tu le même avis que Marc ou est-ce que ça diffère? Je veux dire, taxi, Uber, est-ce qu'il faut forcément trancher ou est-ce que les deux peuvent cohabiter? Et puis aussi, qu'est-ce qui explique cette différence de prix dont parlait Marc? Est-ce qu'on a une petite idée? Alors, je suis peu ou prou d'accord avec Marc, hein, évidemment, quand on voit la violence des manifestations, c'est carrément insensé parce que eux-mêmes sont déraisonnables. Ils ne réfléchissent plus et ils ne savent plus qui ils agressent. J'ai une anecdote par exemple. J'ai entendu dire que parmi tant d'autres, à l'aéroport Charles de Gaulle, ils ont agressé un chauffeur particulier. Voilà, il y a pas mal de patrons ont parlé, il y a de ça quelques semaines, d'Agnès Saal, qui avait des factures de taxi exorbitantes, mais qui avait pourtant un chauffeur personnel. Mais voilà, une certaine frange de la population a un chauffeur personnel, et donc les taxis aussi s'attaquent aux chauffeurs personnels, comme si on n'avait plus le droit d'avoir son propre chauffeur. Bientôt, c'est un peu caricatural, mais bientôt ils vont interdire de prendre des transports en commun, ou voilà. C'est vous dire combien ces personnes sont, je dirais, oui, conservatrices, parce que elles ont ce patrimoine-là, cette licence qui vaut de plus en plus cher, qui vaut 200 000 euros jusqu'à 400 000 euros, voire un peu plus cher, parce qu'il y a un numerus clausus, pardon, et donc il faut soit faire la demande en préfecture, ça prend du temps, soit racheter à quelqu'un qui prend sa retraite, sa licence, et donc là, ça coûte extrêmement cher. Et c'est pour cela que, justement, les personnes n'ont pas envie qu'il y ait de la concurrence. Parce que, imaginez que Uber Pop, c'est Uber Pop, pas tout Uber qui est remis en cause, surtout Uber Pop en ce moment. Imaginez que Uber Pop soit autorisé. Vous avez cette corporation des taxis qui s'effondre et donc la retraite de ces taxis, la revente de la licence, c'est l'équivalent d'une retraite pour eux, qui également s'effondre, et donc toute une idée de la vie, une organisation à revoir. Donc oui, ça leur pose problème, mais ça ne veut pas dire que les choses ne doivent pas changer. Parce que justement, on s'attaque à voilà, une espèce de corporation, certains parlent d'une mafia, avec des pratiques qui sont condamnées. Et c'est en cela que l'arrivée de Burr, son explosion, est intéressante parce qu'elle doit permettre aux taxis d'exister toujours, mais d'exister dans une version améliorée avec une qualité de service irréprochable. L'un des aspects qui est mis en avant par les consommateurs, révulsés par la violence des manifestations, c'est le fait que sur Uber, notamment, on puisse noter via l'application les chauffeurs et les courses. Donc voilà, vous donnez une note, chauffeur sympathique, blablabla. Ce que vous ne pouvez pas faire avec les taxis où il y a beaucoup moins de traçabilité. Et la traçabilité moindre se retrouve aussi dans les transactions. Parce que l'on dit, oui, les taxis, c'est une profession réglementée, qui paye des taxes, etc. Oui, mais si vous payez par espèce, qui vous dit que la course sera déclarée? Rien. Le chauffeur peut faire des petites courses, et beaucoup en font. Il y a des trafics de licences. Également, un taxi peut être suspendu, mais vous pensez vraiment qu'il va arrêter de travailler pendant sa suspension de taxi? Pas du tout, il va continuer à faire
Certains vont d'ailleurs faire du VTC, vont faire du Uber, d'autres vont continuer à faire du taxi illégal. Il y a de nombreuses pratiques. Et puis, ça me rappelle cette chose, ce débat qu'on a aujourd'hui qui prend la France vraiment aux tripes en ce moment, ça rappelle, je crois que c'était il y a 1 an ou 2, sur les taxis scooters ou quelque chose comme ça. Il y avait taxi, moto, etc., qui remettaient en cause la profession déjà. Et déjà, on sentait le gouvernement embarrassé, la profession très mobilisée, largement mobilisée. Parce que, évidemment, comme je l'ai dit, c'est toute leur profession, c'est toute leur vie également qui est remise en cause. Mais, évidemment, j'ai le regret pour eux de dire que il va falloir qu'ils cohabitent avec les Uber parce que le phénomène prend partout et j'aurais du mal à croire que Uber soit défaitiste, se laisse défaire facilement comme ça et abandonne le marché français alors qu'il conquiert des marchés à travers le monde. Alors, on sent bien que les taxis ont loupé un petit peu le coche de la modernité, C'est hein, de ça. tout ce qui est Internet, etc., des notations, avec effectivement un système par licence traditionnel, très cher, très coûteux, voilà, et avec une qualité de service qui est parfois affichée, mais qui leur est en tout cas reprochée. C'est-à-dire que voilà, on connaît, en tout cas en ce qui concerne, parce que ne faisons pas de généralité, il y a certainement des chauffeurs Uber. J'ai vu ces comparatifs qui traînent sur Facebook, etc., où on dit ah, chez Uber, ils ont des chauffeurs très gentils qui te proposent Non, des bonbons, et puis voilà. chez les taxis, c'est des gens désagréables qui Non, te font, ce que disait Marc, faire 2 fois le tour du périph'. Certes, il y en a qui le font, des 2 côtés sans doute, mais en revanche, eh bien, voilà, ne généralisons pas. Mais c'est vrai que le taxi parisien a en tout cas cette réputation, voilà, un peu déplorable. Alors, 2 choses. Chez Uber, et je laisserai parler Maxime juste après, chez Uber, il est beaucoup plus difficile de tromper le Oui, puisque client. la course est prévue à la base. Voilà, la course est prévue à la base, elle est payée à l'avance et vous êtes noté. Donc, on sait qui vous a conduit, on sait qui ne pourra plus conduire après si il reçoit une critique trop importante. Alors, si Et c'est puis comme les surtout, hôtels, il y a ils des tapent avis aussi bien négatifs que positifs sur les hôtels, et il y a de tout. C'est-à-dire qu'on peut vous dire que le serveur est très gentil, comme vous dire qu'il est très désagréable sur les notations d'hôtels, TripAdvisor, Oui, etc. Vous allez oui. avoir tout et son Oui, mais contraire. après, il y a Donc une... c'est aussi la même chose sur Uber. Il n'y a pas de raison que ce soit pas la même chose. Donc il faut aussi faire très attention à ces avis. Et finalement, il n'y a pas toujours que le chauffeur qui est con, mais il peut aussi y avoir le passager. Non, mais après, il y a une moyenne. Tu peux voir que si parmi, je sais pas, 80 commentaires, 3 sont négatifs seulement, il y a une grosse tendance positive. Juste rajouter une chose qui me semble importante, c'est que le gouvernement, en tout cas l'État, plus exactement l'État, a une responsabilité puisque c'est lui qui, l'État, quand je parle d'État, je parle au sens très large, c'est lui qui a la responsabilité des licences et c'est lui qui devait, je pense, prendre des mesures plus tôt pour adapter le service, notamment peut-être euh, amener plus de chauffeurs de taxi parce que à Paris, par exemple, il y a un nombre trop peu élevé de taxis par rapport aux autres capitales dans le monde. On cite Londres et New York comme référence, notamment. Et puis, autre chose, je parlais de corporation, on peut parler de cartel également, parce qu'il y a en gros seule la marque G7 qui domine. Il y a une sorte de monopole sur le marché qui, pour moi, est assez représentatif de cet effet cartel. Alors Maxime, sur ces histoires de taxi, Uber Pop, Ouais. voiture avec chauffeur, que penser un petit peu de ton point de vue? Bah, alors, bon, je vais pas, je vais essayer de parler en complément de ce qui vient d'être dit, parce qu'évidemment, alors on condamne les violences, on comprend les uns les autres. Bon, moi, du coup, peut-être ce que je peux ajouter, j'ai suivi ça d'un peu loin, mais moi, ce qui me frappe avant tout, c'est le problème de l'administration, quoi, la manière dont on a administré la chose. On peut comprendre que Uber veut percer, et puis quelque part, c'est les lois du libéralisme, de la concurrence, etc. On les met en concurrence pour que chacun puisse se perfectionner, c'est la théorie libérale. Bon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais en même temps, tu te mets à la place d'un taxi, le mec, il a rien demandé au départ. On lui a dit, si tu veux exercer, il faut que tu payes des centaines de milliers d'euros, ne serait-ce que pour pouvoir faire ce boulot.
Puis alors que le mec n'est même pas sorti de son activité, il va entrer en concurrence avec des gens qui n'ont pas à payer ça. C'est un cas objectif de concurrence déloyale. Et pour moi, c'est ni les taxis à mettre en cause, ni les types Uber, parce que tu as beaucoup de types Uber, j'ai mon propre cousin là, qui s'est lancé là-dedans. C'est des mecs qui veulent, gagner de l'argent, en Arrondir leur plus fin de de manière mois. honnête, quoi. Bon, ils veulent faire un boulot, c'est super difficile en plus comme métier, que ce soit taxi ou Uber, parce que finalement, ils font à peu près la même chose. Ils transportent des gens d'un point A à un point B. C'est le même métier. Oui, voilà, c'est le même métier, sauf que du coup, on a vraiment un cas de concurrence déloyale, objectivement. C'est-à-dire que t'as un mec qui doit payer 400 000 € pour le faire, l'autre il paye rien, il peut juste se mettre en auto-entrepreneur, ça y est, c'est. Et bah, ça, c'est le fait que ce genre de choses soit possible, c'est ni du ressort des taxis, ni du ressort de Uber, c'est du ressort du politique. Le politique, normalement, est censé nous protéger de ce genre de situation, parce qu'au final, qu'est-ce que ça fait? Encore une fois, un énième cas de division des petites gens, en fait. C'est-à-dire que tu as les taxis qui sont pas des. C'est pas des bourgeois, les taxis. C'est pas, on parle de lobby, mais bon, moi j'aimerais bien qu'on parle de lobby quand on parle des grandes enseignes de la grande distribution, des banques, des groupes pétroliers. Mais pareil, des taxis en lobby, excusez-moi, c'est pas. C'est quand même pas. Le lobby des taxis n'a pas un pouvoir considérable en France, d'ailleurs, la preuve. La preuve de quoi? La preuve qu'ils vont. Enfin. Pour l'instant, ils sont en train quand même de remporter le combat, vu que Marc le citait tout à l'heure, le patron d'Uber France est en garde à vue, Uber Pop est interdit Mais en je crois France. qu'après, il y a deux choses. Et ça, c'est là où je dis je suis d'un peu loin. Il me semble qu'il y a deux. Il y a Uber, il y a Uber Pop. Et là, je crois qu'il y en a un qui est interdit, un qui est autorisé. Il y a 3 Uber en fait. Et donc, dans la mesure où il y Alors- en a un qui est interdit, alors il y a déjà des plaintes parce qu'on dit oui, c'est interdit, mais on le dit verbalement, mais ça se traduit pas par des faits et il continue de prospérer donc de manière illégale. Et puis, il y a aussi le fait que légalement, il y a des gens qui peuvent exercer la profession de taxi sous l'égide là, de Uber en concurrence déloyale avec les taxis. Moi, je parle surtout de Alors, ce truc-là. Est-ce qu'on peut présenter peut-être les différents Uber Ouais, qui sont et leur niveau, je dirais, de légalité vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment? Celui qui est décrié, c'est Uber Pop, qui en fait fait l'équivalent d'un taxi avec la fameuse application que Monsieur Bernard Cazeneuve veut, je cite, désactiver. Il y a Uber X, qui lui est une société, une filiale pour le véhicule de transport, le VTC, voilà, où là c'est plus du véhicule avec chauffeur, finalement, voilà, véhicule de transport avec chauffeur, où là voilà c'est une société de chauffeurs particuliers. Et il y a une troisième, c'est Uber Pool, mais là qui n'est pas encore arrivé en France, et c'est du covoiturage. Donc il y a 3 activités différentes qui se complètent. Voilà. Sachant que la plus utilisée est Uber Pop. Voilà, Puisque c'est c'est celle mais que tout le monde utilise. Voilà, parce que c'est aujourd'hui. celle qui est potentiellement utilisable par tous, au contraire de Uber X, où là, il faut quand même avoir un certain... Donc moi, je parle essentiellement Solde. de ce qu'il y a de légal, en fait, parce que bon, ce qu'il y a d'illégal, même si peut-être qu'il y a effectivement enfin, on laisse faire malgré tout, peut-être, mais je veux dire, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui est rendu légal, c'est-à-dire que l'État français se positionne vis-à-vis de ça et dit, on autorise finalement cette concurrence déloyale. Et Non, c'est ça, on en ne fait, je voulais l'autorise mettre. pas. L'État français refuse Uber Pop. Il dit c'est interdit. Il dit simplement les VTC, le fait d'avoir un chauffeur chauffeur. est autorisé. C'est simplement ce que dit le gouvernement. Et le gouvernement fait en sorte, en ce moment, suite à la manifestation, je crois que c'était jeudi dernier, oui, c'est une manifestation, donc c'est un jeudi, a dit, Bernard Cazeneuve, c'est ce que je disais tout à l'heure, a dit on va faire en sorte que l'application Uber Pop n'existe plus, ne soit plus disponible. Et donc, par ce biais, que l'on ne puisse plus commander une voiture Uber. Un chauffeur, un simili taxi. Donc en gros, t'es en train de me dire que mon cousin qui a lancé son truc Uber, il va bientôt être déclaré illégal, alors c'est ça? Il est illégal de toute façon. D'accord. Mais Je pensais qu'il y avait quand même un truc qui était rendu légal, parce que j'en ai parlé avec lui, puis il m'avait dit justement qu'il y en avait plusieurs, mais Après- que lui c'était légal, il avait le droit. Ou alors lui il fait du Uber X et du coup il est chauffeur particulier. Là, Ouais, c'est- voilà, bah, à mon avis, c'est ça qu'il fait. Alors, je suis Alors, je ouais. connais pas, mais pour moi, justement, on en a parlé, et puis il m'a dit non, moi, ce que je fais, c'est légal, j'ai le droit. Mais- C'est-à-dire que l'État français considère bien, alors bon, là, apparemment, Alors- c'est ce mot Uber X, mais que du coup, l'État français accepte qu'il y ait cette situation de concurrence déloyale, puisqu'on va avoir les taxis, comme je disais, traditionnels, qu'on connaît tous, et puis donc, l'arrivée de ces nouveaux chauffeurs de taxi, même si ça porte pas ce nom-là. C'est pas- Parlons du fond, et peut-être qu'Hugo pourra répondre, pourra dire ce qu'il souhaitait en répondant à ma question, mais parlons du fond finalement. On est face à un dilemme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a le choix, soit on accepte cette concurrence dont on parle depuis le début en laissant Uber Pop faire exister dans le paysage, ce qui n'a pas l'air d'être envisagé par l'État, soit deuxième solution, il faudrait réformer le système
du transport particulier aujourd'hui. Le taxi, voilà, je veux dire, quand on voit le succès, alors je ne l'ai pas en chiffres là, peut-être vous en avez quelques idées, quand on voit le succès quand même de ces applications, sinon évidemment les taxis ne monteraient pas au créneau comme ils le font, quand on voit le succès certainement populaire de ces applications, est-ce qu'on ne se dit pas, il faut réformer le système taxi, le système aujourd'hui actuel tel qu'il est. Plutôt, alors Si. c'est ce qui a été fait à court terme, c'est d'interdire Uber Pop, c'est de dire je vais désactiver l'application, c'est limite s'il ne nous fait pas du Ségolène Royal, aller lui-même couper les fils de l'application pour qu'elle s'arrête. Mais voilà, ça c'est la solution peut-être à court terme pour calmer les esprits, mais est-ce que dans le fond, et d'ailleurs je crois que la loi Macron comportait certains volets sur les professions réglementées, je ne sais plus exactement, il me semble qu'il était aussi question de ce genre de choses. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas changer un peu les choses sur les taxis, faire quelque chose sur ces histoires de licences à prix incroyable et qui font aussi certainement que les taxis, une fois qu'ils ont leur licence, ben ça y est, c'est fini, ils l'ont et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Oui, non, mais c'est certain que prendre la décision simplement d'interdire Uber Pop ne va strictement pas dans le bon sens, ne va rien changer clairement à la situation puisque les clients s'habituant à ce service-là vont être en manque, En demande. il va avoir voilà, en demande aussi de ce service-là. Et face à ça, on aura des taxis qui ont perdu en popularité, mais c'est une chute vertigineuse. Là, ils ont fait le coup commercial à la con. Oui, mais de Vraiment. toute façon, les gens continueront à le prendre. Si Uber est dégagé et puis qu'il n'y a plus que les taxis, les gens continueront à prendre les taxis, quoi qu'ils disent. On a beau sur le coup Oui, dire, donc, bon, on prendra plus les taxis. Si on doit être à 10 minutes là-bas et qu'il y a le taxi qui arrive devant soi, on va prendre le taxi. Donc, non, ce qu'il Mais- faut, c'est réformer mais cette saloperie de licence et faire évoluer les trucs. C'est-à-dire que, mon avis, les taxis, c'est une profession qui devrait logiquement crever. Parce que aujourd'hui, on a tellement de choses qui nous permettent de bouger, de choses qui nous permettent de pas cher de bouger. Regardez les concurrences entre aéroports, entre les prix des billets, les trucs comme ça. Ça va forcément décliner. Je veux dire, c'est pas normal aujourd'hui pour une profession que tout le monde peut faire maintenant parce que tout le monde a une bagnole, parce que tout le monde peut avoir accès à un certain nombre de permis et que c'est pas très cher et que tout le monde peut le faire. C'est normal que ça va changer. Il faut, là, c'est une profession c'est pour ça qu'il y a un espèce d'énervement. C'est parce que l'évolution fait que Uber est la logique évolution des choses. Alors forcément, ceux qui sont un peu conservateurs vont dire bah non, c'est pas terrible. Alors moi je suis d'accord avec Maxime, c'est une concurrence déloyale. Mais au bout d'un moment, c'est au gouvernement de dire bah, est-ce que les taxis peuvent encore exister aujourd'hui? Alors ça pose d'autres problèmes. Si on dit que tout est autorisé, c'est peut-être des problèmes de bouchons. Si tout le monde fait ça, il va falloir déclarer la Uber Pop comme profession, comme etc. etc. Mais Il faut gérer ça en souplesse, quoi. Puis je veux dire, Oui, bien si sûr. ça doit évoluer, je suis d'accord. Je veux dire que si on peut faire profiter aux gens d'un service de bonne qualité, de meilleure qualité, je veux dire, je suis carrément ouvert à ça. Mais Mais je pense que c'est le truc que ça soit aussi radical, que ça soit aussi Bien sûr, brutal bien sûr. comme changement, qui met beaucoup de gens. Même s'il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont gentils, bon, on s'en fout un peu. C'est pas, pour moi, je trouve ça profondément juste pour les taxis. Bien sûr. C'est-à-dire que si on change d'un coup comme ça, parce que là, du coup, on change les règles du jeu, alors qu'ils ont dit depuis longtemps, on accepte de jouer ces règles. Et puis là, on surtout change les l'État règles leur du a jeu dit, en vous cours de respectez les route. règles, bien sûr. Ils sont pas sortis. Ou alors, il y a une histoire peut-être de chronologie, quoi. À gérer, c'est ok, bon, bah, à partir de tel moment, bon. Il faut y aller progressivement. Voilà, Et peut-être c'est dans le ça. sens du progressivement, moi je dirais, parce qu'on en avait déjà discuté, mais je pense que avant tout, ce qui est embêtant aujourd'hui, ce qui dérange les taxis, c'est que ceux qui prennent Uber sont aussi ceux qui peuvent se payer les taxis. C'est-à-dire qu'évidemment, même quelqu'un qui a du fric, qui va dire, bon, au lieu de 70 euros, je paye 20 euros, bah, je vais prendre Uber. Forcément, c'est logique. Moi je pense que dans un premier temps, il faudrait autoriser Uber pour ceux qui, juridiquement, ou je sais pas comment on pourrait faire ça, ne peuvent pas se payer de taxi. Je pense que ça serait là une espèce d'égalité. Pour intégrer Uber à la sécurité sociale. Non, mais c'est pas voilà, pour ceux les étudiants, pour ceux qui sont pour des conditions particulières. Je veux dire, c'est vrai que bon, l'argument est peut-être bateau, mais ceux qui peuvent pas prendre les taxis, qui arrivent pas à se faire prendre à 3 heures du matin parce qu'on est à moitié bourré, et que ceci et que cela, et que ça coûte cher, et que des fois il y en a qui prennent la bagnole parce qu'ils peuvent pas faire autrement, ils prennent la voiture. Non, je pense qu'il faut autoriser peut-être Uber pour une certaine catégorie d'individus, les chômeurs, les étudiants, peut-être d'autres personnes. Mais je pense qu'il peut-être progressivement comme ça, et du coup on laisserait les taxis bénéficier de ceux qui aujourd'hui en bénéficient, je pense. On va clore le sujet, mais peut-être que l'un des points qui pourrait être également mis en avant en ce qui concerne les taxis, et c'est ce qui se fait aujourd'hui chez le médecin, c'est tout simplement que le client sache, et c'est ce qui se passe chez Uber également, c'est que le client sache ce qu'il va payer avant de prendre, ce qui éviterait une partie de l'impopularité aujourd'hui de la profession de taxi, qui est que on laisse il y a le compteur qui tourne, le fameux compteur dont on parle tant, et à la fin on se retrouve avec une note qui est toujours salée, voilà. Et là effectivement, ça mettrait peut-être davantage de concurrence. Et puis après il y a le problème de la licence et on en a parlé, mais bon, il ne semble pas tout à fait prêt d'être résolu.
On va passer, si vous le voulez bien, à notre deuxième sujet de la soirée, sujet actualité également, puisque vous n'êtes pas sans savoir eh bien, il y a eu de nouveaux rebondissements dans les faits divers slash attentats ces derniers temps. On ne sait pas exactement comment on peut qualifier ce qui s'est passé en Isère, c'est-à-dire cet homme qui a tué et décapité son patron. On parlait avant tout d'un attentat parce que cet homme avait des liens avec Daesh et était connu des services de police pour cela. Bon alors, à l'heure actuelle, je ne saurais dire où en est exactement l'enquête puisque cet homme était en garde à vue depuis la fin de semaine dernière. Il s'avère que on ne sait pas trop si ce qu'il a fait était en lien direct avec Daesh. Est-ce qu'il répond à une commande ou est-ce que c'est un coup enfin un coup de sang de sa part, étant donné qu'en plus il s'était disputé avec sa compagne, enfin voilà, donc c'est un peu une affaire compliquée. L'homme est en train plus ou moins de passer aux aveux, mais voilà. Parallèlement à cette affaire, et là c'est un attentat en revanche, c'est en Tunisie, où effectivement, dans un hôtel, eh bien, il y a eu un attentat faisant des dizaines de morts. Aucun Français, a priori, d'après les sources gouvernementales, mais d'autres morts, évidemment, enfin des morts évidemment, des Britanniques en particulier. Le nombre était assez important de Britanniques tués donc, dans cet attentat, dans cet hôtel. Donc voilà, de nouveaux rebondissements d'attentats en plein Ramadan. Alors je pense pas spécialement que les équipes de Daesh soient très Ramadan. Enfin, je sais pas comment s'ils le font ou pas. C'est peut-être pas le débat ce Très soir. islamo-compatible, on pourrait dire. Je suis pas sûr Voilà. qu'elle soit très C'est islamo-compatible. ça, ils ont leur propre vision de la chose. Nous avions eu l'occasion d'en discuter après les attentats de Charlie Hebdo enfin les attentats de Paris plutôt du mois de janvier dernier. Voilà, de nouveaux rebondissements. Un petit peu à chaud, que penser de ces nouvelles affaires. Évidemment, comme on l'a fait tout à l'heure sur on ne peut que regretter les manifestations et les incidents qui ont lieu sur les taxis. On ne peut que regretter évidemment les attentats qui ont lieu, mais voilà, de nouveaux épisodes dans ces affaires. Oui, la première chose qui me marque, c'est que c'est le côté incontrôlable de l'État islamique qui se revendique un peu partout, qui est revendiqué par des djihadistes un peu partout. On a eu le cas donc de Yassine Sali en Isère qui, tu l'as dit, reprend le thème de la décapitation. Voilà. On a eu les vidéos de décapitation, maintenant on a la décapitation en France. Vidéo qu'il a ensuite envoyée effectivement à un représentant Oui, de mais en Daesh. plus, je parlais pas de ça, mais en effet, il a envoyé les vidéos, il a envoyé une selfie avec la tête à un ami à lui. Côté de ça, on a plus grave, je pense, ce qui s'est passé en Tunisie, avec là, plus de 40 morts, un nombre de blessés encore supérieur. Il y a eu également dans le même temps des attentats par l'État islamique toujours au Yémen, si Oui, je ne me trompe pas, sur c'est des ça. chiites. Il y a eu, là c'est Al-Shabaab, donc c'est plus côté Al-Qaïda en Somalie. Il y a eu énormément la semaine dernière d'attentats, une espèce de recrudescence du phénomène, mais qui n'est pas, qui est loin d'être rassurant parce que l'on se dit que ça peut venir de n'importe où et n'importe comment. Parce Oui. que justement, c'est le cas de Yassine Sali. On se demande pourquoi il fait ça, le mec. Dans le sens où, est-ce que c'est parce qu'il s'est embrouillé avec son employeur, puis sa femme? Est-ce que c'est ça qui l'a amené à ce sortie de piste totale qui tombe dans le terrorisme? Je sais pas si on est au tout début de l'enquête là, on essaye de le mariner doucement, sûrement plus que doucement, mais voilà, il est en ce moment dans la phase interrogatoire, etc. On en saura plus évidemment dans les semaines à venir. Même chose pour les différents terroristes à travers le monde, mais ouais, ça interroge pourquoi des personnes en arrivent à assassiner leur patron avec une portée symbolique qui est nulle, j'ai envie de dire. Le patron, encore, si vous allez assassiner un haut dignitaire religieux, là en France, un patron d'une entreprise de transport de l'Isère, je ne Tout le monde comprends en pas. parle, donc ça marche. Oui, mais t'en parles parce que
c'est du terrorisme. La personne se revendique de l'État islamique avec la décapitation qu'on n'a pas vue en France depuis longtemps. Voilà, ça nous rappelle évidemment les vidéos et puis plus avant, ça nous La rappelle Révolution française. évidemment, ça nous rappelle la guillotine qui était Vous voyez, une méthode de C'est des prise de mort. révolutionnaires. C'est en fait. un patriote, C'est ça. voilà. c'est ça. N'en Après, déplaise à Marine Le Pen, il a les valeurs de la République. Hein. Enfin, pas de la République, pardon, mais de la Bah de si, la la France. République est née sur la. Oui, c'est ça, sur- voilà. Oui, bah oui, non, mais- euh, Dieudonné a été condamné pour ça, pour avoir dit quelque chose de style. la France, la France a interdit la peine de mort, notamment, donc Non, mais la oui. guillotine n'est plus utilisée depuis un certain temps. Mais oui, valeurs républicaines à chercher très 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 loin, hein, à se demander où elles sont. Non, mais de toute façon, j'ai envie de dire que pire que l'Isère, il pouvait y avoir que le Cantal en termes de symbolique, enfin, pas de symbole, quoi. Je veux dire, l'Isère, c'est. Oui, non, mais c'est moi Même on va aller chercher dans la campagne française, tu sais. Mais c'est ça qui est inquiétant alors, aussi, c'est ça, que là, c'est parce que non mais il y a c'est aussi- quelqu'un qui, Ouais. on peut se demander, voilà, jusqu'où va l'État Quoi islamique. qu'on en dise, de toute façon, quoi qu'on en dise, les services secrets, même s'ils sont nuls en France, fonctionnent quand même un petit peu. C'est-à-dire que pendant qu'on se choque devant ces attentats en Isère ou Charlie Hebdo ou d'autres qui se passent en France, on se dit finalement, enfin, ça a été dit plusieurs fois, beaucoup d'attentats ont été déjoués déjà. C'est-à-dire Ouais, que ouais. ceux qui se passent aujourd'hui, forcément, c'est pas dans les grandes métropoles qu'il faut. Alors, à part Charlie Hebdo, où là vraiment il y avait une organisation militaire, quasi militaire, tellement c'était bien fait, entre guillemets. Et non mais, Enfin, en tout mais cas, ce que je veux dire, ils ont résu- réussi sans oui, arriver. Le résultat, résultat, voilà, c'est un petit peu dur de dire ça, mais en tout cas, ça a fonctionné. Donc ça veut bien dire qu'il y a des stratégies défensives, c'est-à-dire ou de retrait, c'est-à-dire qu'on peut taper n'importe où et finalement, avec les médias, on en parle à peu près partout aujourd'hui. Après, le problème, c'est essayer de comprendre pourquoi ça, et là on pourra en passer des heures. Mais je pense qu'il y a déjà, on paye en France, notre politique étrangère, ça c'est un premier truc, une politique aussi immigration, intégration, c'est-à-dire que je dirais que c'est un problème d'intégration, mais intégration se pose, le problème de l'intégration s'il y a eu immigration avant. Ouais, c'est autre chose, ou même s'ils sont nés en France, il y a un problème d'intégration de leurs parents ou dans la culture dans laquelle ils ont vécu. Donc il y a ce problème-là, puis il y a surtout le problème aussi peut-être de l'école, même si je pense pas qu'un problème, on règle les problèmes de l'école, ça réglerait ces choses-là, mais en tout cas on paye en tout cas beaucoup de choses. Et avant de pouvoir parler de, dis donc, il faudrait très rapidement être dans le sensuel, mais il faudrait faire un petit peu ce que Spinoza dit, ni rire ni pleurer, mais comprendre. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre, on fait de l'histoire, on essaie d'expliquer. Après, qu'est-ce qu'on fait, c'est autre chose. Mais il faut aborder les vrais sujets qui sont l'islam, qui sont l'intégration, que sont la politique extérieure de la France ou de l'Occident, on va dire, depuis un certain nombre d'années, depuis l'Afghanistan. Enfin bref, quand on cherche, on se dit, finalement, ce Daesh, il a peut-être des raisons d'exister, peut-être pas rationnelles, mais en tout cas des raisons avec un petit R d'exister, et peut-être que l'Arabie Saoudite qui le soutient et le Qatar sont peut-être des Daesh qui ont réussi, peut-être, c'est une hypothèse. Je vais vous laisser réagir, messieurs, mais aussi rappeler évidemment, comme disait Marc, que c'est évidemment plus simple d'être un terroriste comme un cambrioleur, comme un tueur finalement, enfin voilà, leur tâche est plus facile que d'être agent des services et de devoir trouver ces fameux voleurs, terroristes et violeurs, etc. C'est ça que je veux dire. Oui, et puis de dire qu'effectivement, c'est quand même, avec 60 millions de Français, avec 6-7 milliards d'individus sur la planète, évidemment, on ne peut pas tout contrôler. Et ce qui nous ramènerait, mais on va peut-être pas avoir le débat puisqu'on l'a déjà eu, à Vigipirate, qui avait été vraiment bien activé au mois de janvier, c'est pour ça qu'on ne peut pas le réactiver là, puisqu'il est déjà à son niveau maximum, mais voilà, qui pose encore cette question, on est sous Vigipirate, on ne peut pas prévoir ce qui se passe. Là, la preuve, c'était dans une entreprise. Donc voilà, on pouvait évidemment pas. Si le mec, à partir du moment où le mec n'avait pas un flic derrière lui, on ne pouvait pas savoir ce qu'il allait faire. Et ça pose aussi toutes ces questions de sécurité et peut-être, de manière générale, renforcer la sécurité et ne pas avoir des plans avec des niveaux un petit peu imbéciles qui font peut-être perdre un peu de temps à ces niveaux-là et être vigilant en permanence. Maxime, Ouais, je veux pas être, de toute façon, voilà, pas être pour très donner long, son c'est un avis, peu et la puis même Hugo. rengaine à chaque fois. Si on essaye de faire une analyse un petit peu, en prenant un petit peu de distance et en dézoomant un peu, sortant un peu du détail, moi c'est un petit peu la même rengaine que pour les attentats qui sont déjà produits par le passé. On parle de Daesh comme responsable ou Al-Qaïda, enfin toute cette espèce d'islam moderne. C'est cette nouvelle faction de l'islam, qui n'en est pas, mais bon, je parle avec des termes journalistiques pour que tout le monde comprenne bien, quoi. Non, il faudrait éviter ça quand même. De quoi? Ne pas détacher tout
tout ça de l'islam, déjà, serait une bonne chose. Pourquoi Moi, je pense mon pas. avis, mon avis personnel, c'est que l'islam est utilisé pour sa propre diabolisation, si tu veux. C'est que l'islam de Daesh, c'est de l'anti-islam, mais c'est présenté comme une version moderne de l'islam. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de subtil, de l'ordre de l'ingénierie médiatique, qui, à mon avis, a pour but euh, de légitimer des campagnes coloniales dans le monde musulman. Je pense que c'est surtout ça, le monde musulman, qui est, voilà, si on prend un petit peu de distance et on essaye de faire un peu de chronologie là-dedans, de ne pas se contenter d'analyser les dernières semaines qui sont passées, mais plutôt les décennies, le monde musulman est un monde aujourd'hui qui est en guerre, qui est attaqué par l'Occident. C'est surtout ça qui se passe. Et encore une fois, si on essaye de regarder les tendances lourdes et générales, on va dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais été autant embêté par le terrorisme que par le passé. Or, c'est au même moment, on prétend le plus le combattre. C'est toujours, moi, sur ces ressorts-là que je m'appuie pour analyser les choses. Je vais me dire, c'est quand même curieux que depuis, en gros, le 11 septembre, qui a été le temps fort et qui nous a mis dans une époque, une nouvelle ère, quelque part, l'ère du terrorisme, de l'islamisme radical, etc. Depuis ce temps-là, l'Occident, bon, je parle, au risque d'être un peu caricatural, je dis l'Occident, bon, vous me comprenez, mais l'Occident est parti en guerre, justement, dans le monde musulman, et a légitimé ces guerres en expliquant qu'il fallait combattre le terrorisme. Et plus on y va, plus on mène des guerres là-bas, et plus le terrorisme se développe. Moi, je trouve que c'est donc la conclusion logique de ça, justement, si on fait que du Spinoza et qu'on n'est pas dans le... On pourrait aussi utiliser les termes de pathos et de logos, quoi. Si on ne fait pas dans le pathos, c'est-à-dire on ne fait pas dans l'émotionnel, mais on essaie d'avoir une analyse, un raisonnement logique, on se dit, de deux choses l'une. Soit les dirigeants occidentaux, en essayant de libérer les peuples opprimés de tyrans, en essayant de lutter contre les terroristes, ils sont franchement incompétents parce que ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire ça, c'est au mieux. Au mieux, ils sont incompétents. Ou dans le pire des cas, c'est quelque chose de plus vicieux, c'est quelque chose de plus pervers. Et donc, quelque part, est-ce que le terrorisme n'est pas utile pour certains? Est-ce que ça n'est pas utile, notamment pour les États-Unis, qui sont un empire qui a passé son âge d'or et qui est en déclin, d'aller chercher ailleurs des ressources qu'il n'a plus en interne, par exemple? Est-ce que c'est pas des moyens d'aller mettre à genoux je dirais, des opposants potentiels comme Kadhafi ou comme Saddam Hussein, qui cherchent à ne plus vendre leur pétrole en dollars? Et est-ce que c'est pas un moyen de sauver le dollar? Voilà. Moi, bon, mon opinion apparaît d'un coup comme espèce de truc complotiste, comme bon, c'est souvent. Mais voilà, moi, si tu veux, cet attentat-là, je ne vais pas m'attarder dans les détails, surtout que, bon, j'ai pas de preuves là-dessus, mais je ne serais pas surpris qu'on trouve des implications, des renseignements, etc. Enfin, c'est toujours des affaires très louches. Je cherche pas à aller dans le détail, justement, pour pas me noyer dans l'information, mais à chaque fois, voilà, c'est la même rengaine, c'est la même analyse qu'il faut faire. C'est avant d'incriminer les musulmans. Et c'est parce que c'est comme Uber, comme ces trucs, ça va encore tomber sur des petites gens. C'est au lieu de s'en prendre à ces gens-là, essayer de comprendre la responsabilité de nos dirigeants. Parce que quelque part, s'il n'y avait pas eu la guerre en Libye, s'il n'y avait pas eu la guerre en Irak, etc., je veux dire, tout ça n'aurait pas pu se développer. Parce que les mecs de Daesh sont les rebelles que nous avons financés pour descendre Kadhafi, pour essayer de descendre, comment il s'appelle en Syrie, là, Bachar el-Assad. Voilà, donc, moi, si tu veux, le truc qui m'agace le plus, c'est quand je vois les gens condamner le terrorisme à juste titre, mais en même temps demander à ceux qui le créent de les en débarrasser. C'est ça qui m'insupporte le plus. Hugo, pour une dernière réaction. Oui, je vais réagir du coup aux propos de Marc et Maxime. Déjà, sur le côté intégration de Marc, je le partage en partie dans le sens où je pense que on évoquait la République tout à l'heure. C'est oui, une espèce de mauvaise intégration à la République. C'est la République qui faillit parce que les gens se sentent détachés, se sentent exclus. Et c'est ça aussi qui les amène vers cette autre chose, qu'est l'État islamique, qui d'ailleurs se revendique comme un État. C'est assez marquant à ce titre. Je me dis, par contre, sur le côté, les médias, c'est la faute des médias Que Maxime, que Maxime met évoque. en avant. Là, j'ai plus de mal parce que c'est le sentiment que j'ai. Les médias font l'effort de plus en plus avec la multiplication des événements, notamment parce que ça nous touche directement en France. C'est la deuxième fois, on va dire, parce qu'il y a eu le pôle de janvier, maintenant il y a des événements de ces derniers jours. Les journalistes, mais les chroniqueurs de manière plus générale aussi, font la distinction et j'entends beaucoup dire que oui, il ne faut pas faire d'amalgame avec les musulmans. Certes, certains politiques, et là je critiquerai plus certains politiques, mettent ça sur le devant de la scène en parlant
la cinquième colonne, etc., etc. Voilà, on a des traîtres à la nation. Certes, cela existe, mais il faut d'abord mettre en avant l'unité. Je pense la République, c'est important. Dernière chose que j'aimerais évoquer, en lien, c'est le problème de qui sont ces terroristes. Ça peut être n'importe qui. Marc disait que c'était une préparation quasi militaire pour Charlie Hebdo. Le problème, c'est qu'on n'a pas face à nous une organisation à proprement parler. On a ce qui s'appelle le groupe État islamique ou l'organisation État islamique, mais c'est quelque chose de très flou, très lâche. Il n'y a pas vraiment de frontières. C'est transfrontalier, transnational. Et c'est un peu n'importe qui peut se revendiquer État islamique et se proclamer terroriste à condition qu'il soit un minimum musulman. Et du coup, ça pose aussi la question de la manière de les trouver et de les déjouer. Il y a eu, il y a de ça déjà un mois, un peu plus d'un mois, le débat sur la surveillance. On a mis en place, il y a eu la loi sur la surveillance, comment et qui trouver comme légitimation le fait de contrer le terrorisme international et le terrorisme islamique, particulièrement celui qui nous frappe, mais ce n'est pas le seul. Les événements de Charleston l'évoquent, hein, ces attentats aux États-Unis. La manière de lutter contre ces hommes qui, voilà, en l'espace de quelques minutes, tuent 2, 3, des quarantaines de morts, voilà, de très nombreuses personnes. Et est-ce que surveiller tout le monde serait la meilleure solution à ça? Voilà, on reste un peu pantois, pardon, face à ça. Est-ce que c'est la chose, est-ce qu'on devrait sacrifier notre propre liberté pour notre vie? C'est un peu l'espèce de dilemme qui est face à nous. Et ça pose de grandes questions. En tout cas, c'est une très belle ouverture pour clôturer cette émission. Et nous aurons peut-être l'occasion, même si on l'a déjà eu à plusieurs reprises, de revenir sur ce sujet et sur la question qu'Hugo vient de poser en guise d'ouverture. Parce que je sais effectivement que Maxime, c'est un sujet qui t'intéresse, qui nous intéresse et qui intéresse nos auditeurs. Merci d'avoir été avec nous. Politiquement Incorrect, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous retrouvez bien sûr en podcast. Sur Facebook et Twitter, vous pouvez y réagir et dialoguer avec nous. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bonsoir. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube.